ActuPeople.net reçoit M. Adrien Poussou. Il est journaliste, ancien ministre de la Communication de la Centrafrique. Il est aussi expert en géopolitique. Il a à son actif plusieurs ouvrages qui sont entre autres, on va dire une dizaine, hein. Mais moi je vais vous citer quelques-uns. Ainsi, par le président Félix Tshisekedi, l'Afrique n'a pas besoin de Poutine. Et sa toute dernière production en date est intitulée Touadéra, l'homme qui abîma son pays. Touadéra, c'est le président de la Centrafrique. Et pour moi, cet ouvrage se veut un cri de cœur. Surtout lorsqu'on finit de parcourir les 225 pages qui font un tour d'horizon de ce qui se passe dans ce pays de l'Afrique centrale, plusieurs sentiments se dégagent, hélas. Entre révolte, résignation, contrition, on se pose mille et une seule question, hélas. Pourquoi ceux à qui sont confiés souvent les destins de millions d'Africains s'illustrent de la manière la plus abjecte qui soit? Vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on va dérouler, en tout cas, le cours de cette interview. En tout cas, lors de cette interview, notre invité édifiera plus d'un sur ce qui se joue en Centrafrique et surtout avec cette transversalité qu'il a on va dire, à interagir et du fait de son expertise, il va se prononcer sur bien des sujets d'actualité. Et lorsqu'on parle de sujets d'actualité, nous sommes aujourd'hui mercredi 16 juillet 2025. Selon Africa Intelligence, le président Alassane Ouattara serait invité en ce jour à un déjeuner en tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Ce sera ma toute première question à M. Adrien Poussou, lui qui est expert en géopolitique et qui est au parfum de toute l'actualité. Monsieur Poussou, avant déjà même de formuler ma question, comment vous allez? Tout va bien, merci. Dieu fait grâce. Ça fait plaisir. En tout cas, je tenais à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis heureux d'être là. Et je salue aussi tous ceux qui vous suivent à travers l'Afrique et le monde entier. Merci, on est très honoré en tout cas de vous avoir. Parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, on sera édifié le temps de cette interview, d'autant plus qu'en tant qu'expert... L'espère. Non, c'est clair, c'est clair. Et au vu de vos différents ouvrages, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 10 ouvrages forcément. Lorsqu'on voit que vous avez écrit des ouvrages sur le Congo, la RD Congo, le Niger, la Centrafrique qui reste votre pays, il y a pas mal de choses. Alors, en tout cas, je vais nous édifier. Je parlais de l'actualité aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 juillet 2025. Et selon Africa Intelligence, le président Alassane Ouattara est invité à déjeuner du moins en tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. Selon vous, au vu de la situation politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui pourrait découler, on va dire, d'une telle rencontre qui, encore une fois de plus, se fera en tête-à-tête, sans les conseillers, sans les moindres témoins, selon en tout cas Africa Intelligence? Merci. Si cette rencontre a lieu, elle intervient, vous venez de le rappeler, dans un contexte politique tendu en Côte d'Ivoire, notamment lié par l'exclusion des poids lourds de l'opposition ivoirienne de la liste électorale. Je veux citer l'ancien président Laurent Gbagbo, le président du PDCI Tidjane Thiam, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée, et Charles Blé Goudé, que vous avez reçu sur ce plateau la semaine dernière. Tout à fait. Et ces exclusions-là suscitent, en tout cas provoquent, une tension aujourd'hui dans le pays et font craindre la répétition de la crise électorale de 2010-2011 que nous avons connue. La rencontre entre les présidents Macron et Ouattara s'inscrit dans une série d'échanges assez réguliers entre les deux chefs d'État. Sauf qu'aujourd'hui, avec la tension qu'il y a en Côte d'Ivoire, la tension politique, que je le précise, qu'il y a en Côte d'Ivoire, cette rencontre est sensible. Pourquoi sensible? Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait
salué le président Ouattara lorsque celui-ci a annoncé se retirer de la course électorale en 2020. Tout à fait. Avant de rétropédaler, en tout cas avant un revirement, après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et lorsque le président Ouattara a décidé de se présenter à nouveau en 2020, Emmanuel Macron avait observé un silence qui a été interprété par les adversaires de Ouattara comme un chèque à blanc, comme un encouragement à continuer à être à la tête de l'État ivoirien. Aujourd'hui, Macron se retrouve dans une position assez délicate. S'il s'exprime, on aura des cris d'orfraie. Les panafricanistes et autres vont crier à l'ingérence dans les affaires internes d'un État indépendant. S'il ne s'exprime pas, si la France ne dit rien, on va interpréter à nouveau ce silence-là comme un soutien tacite au régime en place. Vous m'avez posé la question, je vais être franc avec vous. Je vais vous répondre franchement, si vous le permettez. Je suis organiquement opposé à l'exclusion du jeu politique d'un certain nombre d'acteurs. Mais vraiment organiquement. Je ne peux pas, d'un côté, dénoncer ce qui se passe chez moi. L'introduction dans le corpus national de la notion de centrafricain d'origine qui exclut un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle, qui exclut un certain nombre de nationaux, de binationaux, de la gestion des affaires de l'État. Et puis, de l'autre côté, malgré la sympathie que j'ai pour le président Alassane Ouattara, encourager l'exclusion. Ce qui fait la richesse de nos échanges, et parce que lors de votre exposé, il y a tellement de choses que vous avez dites. Et c'est vrai, vous avez, en définitive, lorsque vous avez chuté, vous avez de la sympathie pour le président Alassane Ouattara. Absolument. Moi, j'ai eu l'opportunité de vous lire et j'ai eu l'opportunité de voir certaines de vos chroniques, tout ça, parce que vous faites aussi des contributions dans Jeune Afrique. Vous dites, lorsque vous présentez le président Alassane Ouattara, c'est comme un homme providentiel. Mais cet homme providentiel aujourd'hui qui va, on va dire, à l'assaut de son 4e mandat et qui, peut-être au demeurant, devrait pouvoir avoir un blanc-seing de la France, vous opposez à cela. Pour quelqu'un qui est un être providentiel, pourquoi ne pas le laisser terminer ce qu'il a commencé depuis des lustres, surtout que selon certaines dispositions de la Constitution ivoirienne, il en a droit. Entendons-nous bien. Je ne m'oppose pas à ce que le président Alassane Ouattara puisse se présenter pour un autre mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Okay. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, il ne faudrait pas, en tout cas le président Ouattara et ceux qui l'entourent, auraient tort de, même si on va nous dire que ce sont des décisions judiciaires qui ont exclu ces acteurs politiques-là. Vous condamnez en gros l'exclusion des gros jeu politique. Okay. J'aurais fait partie du collège des conseillers du président Ouattara. Je lui aurais conseillé de prendre un texte d'amnistie pour autoriser l'ensemble des acteurs politiques à se présenter à cette présidentielle d'octobre 2025. Pourquoi? Parce que l'histoire retiendra que le président Ouattara sera celui qui n'aura pas affronté ses adversaires politiques lors d'une présidentielle. Voyez-vous, à l'exception de la présidentielle de 2010-2011, le président Ouattara n'a pas été dans une compétition avec un acteur majeur depuis qu'il est à la tête de l'État ivoirien. Puisque l'élection de 2015, il s'est présenté pratiquement seul. Le président Bédié, paix à son âme, n'était pas candidat, l'avait soutenu. En 2020, il y a eu un boycott de ces élections. Il était pratiquement seul, le seul poids lourd qui s'est présenté. Or, je suis convaincu, persuadé qu'avec le bilan
qui est celui du président Alassane Ouattara, avec la division de l'opposition qui peine à s'entendre sur une ligne commune, qui présente, je veux dire, dont on méconnaît le socle sur lequel cette opposition-là agit, je ne pense pas que le président Ouattara pourrait perdre une élection, en tout cas la prochaine élection, devant un candidat de l'opposition. Donc, en définitive, pour vous, le président Alassane Ouattara, au sorti de sa rencontre avec le président Emmanuel Macron, pourrait éventuellement se présenter pour un 4e mandat, en définitive, si on suit l'analyse que vous en faites. Mais ce sont les textes. Il faut respecter les constitutions qu'on s'est données. Si les juristes ivoiriens, si le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire estime, puisque en dernier ressort, c'est le Conseil constitutionnel qui valide ou pas les candidatures, si le Conseil constitutionnel estime que le président Ouattara peut être candidat à cette élection, qui suis-je pour m'en opposer? Mais ce que je dis, c'est que le président Macron devrait profiter de cette rencontre pour suggérer fortement à son homologue d'ouvrir le jeu politique. Parce que la question est moins celle de savoir si on doit s'ingérer, en tout cas si on doit intervenir dans les affaires internes d'un État, ou si on doit s'abstenir de peur d'être taxé d'ingérence. Il faut conseiller à un ami, à un allié, parce que à la fois le président Ouattara et le président Macron partagent un certain nombre de vues sur des sujets d'intérêt commun. Ils sont des alliés, tout le monde le sait. Mais l'intérêt d'avoir un allié, c'est quoi? C'est de suivre des conseils. Donc, la France a les moyens, a des leviers pour faire en sorte que le jeu politique en Côte d'Ivoire soit ouvert. Parfait. Vous êtes appuyé tout à l'heure sur la Constitution, disant que si la Constitution lui permet d'être candidat, qui vous êtes pour l'en empêcher. Mais lorsqu'on voit que ce 4e mandat est un mandat, on va dire, à polémique, d'un point de vue personnel, vous en tant qu'analyste géopolitique, quel serait votre avis sur ce 4e mandat, qui, pour certains observateurs ivoiriens, serait un mandat de trop? Vous, votre point de vue personnellement en tant qu'analyste? Mon point de vue est celui qui s'attache au droit. Voyez-vous, le droit autorise, même si d'autres juristes disent que le président Ouattara n'a plus le droit de se présenter, mais le droit positif ivoirien, la constitution ivoirienne donne la possibilité au président Ouattara, du moins c'est ce qu'il dit, de se présenter. Alors, il faut qu'il se présente. Mais je vais aller plus loin. La limitation du nombre des mandats qu'on a institués dans nos constitutions devait tenir compte des réalités de chaque pays. Ce n'est pas parce qu'en France, aux États-Unis et ailleurs, il y a des limitations de mandats que nous devons automatiquement suivre cet exemple-là. C'est ce que moi je dis. Maintenant, lorsque dans un pays comme la République centrafricaine, et on en parlera, tout à fait, un pays qui a connu des décennies d'instabilité, et lorsqu'un chef d'État qui depuis 10 ans est là, ne fait rien, en sachant que notre Constitution exclut en tout cas instaure la limitation du nombre de mandats et exclut la modification de cette disposition-là. Mais c'est qu'a pu faire le président Touadéra en violation de cette Constitution. Tant que les règles qu'on s'est données ne sont pas violées, tant qu'on respecte ces règles qu'on s'est librement données, moi je n'ai rien à dire. Ce que vous dites, pour certains Ivoiriens, justement, le président Alassane Ouattara aurait violé la Constitution, d'autant plus que dans l'ancienne Constitution qui était en vigueur, qui limitait les mandats à 2, et au demeurant, cette clause n'a pas été reprise selon certaines interprétations. Et lorsqu'on voit que le verrou de l'âge, tout ça a été sauté, des choses qui ont été taillées sur mesure pour les 3 goléadors
certains observateurs et certains hommes politiques le disent. Le président Charles Bégoudé, justement, sur notre plateau, le disait, que lui ne peut pas comprendre qu'il y a eu des acquis démocratiques. Le vote à 18 ans, le bulletin blanc, les urnes transparentes, la limitation d'âge à 75 ans, les 2 mandats, et qu'aujourd'hui, en 2020, 2025, tous ces acquis démocratiques, on veuille les remettre en cause. Vous, quelle est votre analyse, votre interprétation et votre commentaire sur tout ça? Je laisse la responsabilité de ces propos à Charles Blé Goudé. Ce que je constate, et il ne vous a pas échappé que je ne suis pas un constitutionnaliste. Je laisse la responsabilité de cette question aux constitutionnalistes et aux constitutionnalistes ivoiriens. Il ne vous a pas aussi échappé que je ne suis pas ivoirien et que je n'ai aucun intérêt en Côte d'Ivoire. Alors, la démocratie ivoirienne a été acquise au prix de beaucoup de sacrifices. Le sang a coulé pour que justement le processus démocratique puisse s'instaurer dans ce pays. Et il faut préserver ces acquis démocratiques. Mais la préservation des acquis démocratiques passe par le respect des textes qu'on s'est librement dotés. Il se trouve que les autorités ivoiriennes disent qu'ils sont, en tout cas, elles respectent ces autorités-là, elles respectent la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire qui, selon elles, autorise le président Ouattara à se présenter à la prochaine présidentielle. Une fois que les officiels, en tout cas la constitution ivoirienne, autorise quelqu'un à se présenter, moi je ne vois plus pourquoi je vais avoir un autre avis que l'avis du droit. Parfait. Pour refermer cette parenthèse de l'actualité de ce jour, par rapport à une éventuelle rencontre, je vais dire ça comme ça, entre le président français et le président ivoirien, vous qui avez été ministre de la Communication, vous qui avez été dans les arcanes du pouvoir, vous qui avez rencontré de nombreux présidents de la République, si vous étiez à la place du président Emmanuel Macron et que vous étiez en tête à tête et en face de vous, le président Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous lui diriez? Je crois vous l'avoir déjà dit, l'encourager à ouvrir le jeu politique. Parce que l'exclusion n'apporte que des problèmes. L'exclusion engendre la contestation. La contestation amène l'instabilité. Or, nos pays ont besoin de la stabilité pour se développer. Et l'instabilité risque justement d'aller à l'encontre, en tout cas de détruire tous les acquis, non seulement démocratiques, mais les acquis économiques, financiers et autres que la Côte d'Ivoire a engrangé depuis 15 ans que le président Ouattara est à la tête de l'État. Donc, il faut éviter que l'exclusion puisse déboucher sur des contestations violentes, d'autant que la Côte d'Ivoire vient de très loin et que les défis de la réconciliation nationale sont encore prégnants. Donc, il faut éviter, au risque de me répéter, d'exclure des acteurs, parce que ces acteurs-là ont des Ivoiriens derrière eux. Hein, ils ont des partisans, et ces partisans aimeraient bien participer au jeu démocratique dans leur pays. Et lorsque vous excluez comme ça leur leader du jeu démocratique, du jeu politique, comme si vous excluez des Ivoiriens de la compétition politique dans leur pays. Donc, si j'avais été à la place d'Emmanuel Macron, ce qui ne risque pas d'arriver parce que je ne suis pas Emmanuel Macron, j'aurais conseillé à mon allié, il faut encore le souligner, le président Ouattara entretient des rapports qui sont excellents avec le président français. Alors, entre alliés, on peut se parler franchement et on peut se donner des conseils. Parfait. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez parlé, lorsque vous parliez de limitation des mandats, vous avez dit que cela devait se faire selon les réalités de certains pays.
pour pasticher le président Laurent Gbagbo qui disait les pays africains n'ont pas autre alternative que d'être dans l'alternance politique. Lorsque vous dites que la limitation des mandats doit se faire selon les réalités de certains pays, alors que cette démocratie, ces alternances favoriseraient quand même l'ensemble, on va dire, un développement, on va dire, équilibré. Parce que ce qui est malheureusement le cas en Afrique un peu partout, c'est que les développements sont souvent pour certains clans. Ça se voit dans plusieurs pays. Pour moi, qui ai eu l'opportunité de lire votre livre dont on va parler en live dans cette interview, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, en Centrafrique, le développement, il n'est que pour le clan Touadéra. C'est que certains observateurs ivoiriens ont pu remarquer aussi par rapport au développement en Côte d'Ivoire qui a pu profiter à beaucoup de proches du président Alassane Ouattara. Tout comme ça a été le cas, par exemple, au Burkina Faso, dans d'autres pays. Lorsque vous dites, par exemple, que non, c'est fonction des réalités des pays, cela rime à quoi, en gros? Je vous remercie de cette question. Voyez-vous, lorsque le président Mahamadou Issoufou du Niger avait respecté scrupuleusement au pied et à la lettre la constitution nigériane en se retirant, en tout cas en passant la main au président Bazoum, je fais partie de ceux qui ont applaudi le président le président Issoufou en disant que le Niger s'est inscrit résolument sur la voie de la démocratie, que le retrait de Issoufou faisait honneur au Niger. Et puis, il y a eu le coup d'État de Tchiani. Tchiani, il faut le rappeler, qui a exercé en tant que patron de la garde présidentielle du Niger pendant la décennie que Issoufou a fait au pouvoir et qui, justement, pour justifier son coup d'État, disait que c'est parce qu'il manquait les moyens et que le terrorisme, en tout cas les terroristes, étaient aux portes de Niamey et autres. Et je me suis posé la question de savoir si Issoufou était toujours au pouvoir, est-ce que Tchiani allait tenter son coup d'État? Coup d'État qu'il faut dire a été perpétré contre Bazoum. Contre le président Bazoum. La réponse est non. Ce qui m'a amené à revoir ma position. La limitation de mandat est faite déjà pour permettre à ceux qui exercent le pouvoir de rendre compte, pour aussi favoriser l'alternance démocratique, pour éviter que d'autres, en tout cas pour éviter la tentation de la dévolution monarchique du pouvoir. Parce que de nombreux chefs d'État, malheureusement sur le continent, lorsqu'ils arrivent aux affaires, ne veulent pas passer la main. Voyez-vous? Mais dans d'autres pays, dans d'autres réalités, sur ce continent, la limitation de mandat n'opère pas. Voyez-vous? En République centrafricaine, pour revenir à l'exemple de notre pays, la constitution du 30 mars 2016 que nous avons adoptée à l'époque a été élaborée à la suite de ce que nous avons appelé le forum de Bangui. Ce forum de Bangui a permis à l'ensemble des Centrafricains, à l'ensemble des forces vives de la nation de s'exprimer. Parce qu'on est allé dans Vous en faites provinces, un point d'honneur dans l'ouvrage. On est allé dans les provinces recueillir l'avis des Centrafricains à la base. Et ces Centrafricains-là ont édité des règles qu'on a pris en compte dans la Constitution de 2016. Et justement, ces Centrafricains, ayant pris conscience de l'instabilité chronique de notre pays, l'instabilité due à la tentation de confiscation du pouvoir par les chefs d'État à chaque fois que lorsqu'ils arrivent aux affaires. On dit, maintenant dans notre pays, personne ne doit faire plus de 2 mandats. Maintenant dans notre pays, personne ne doit tenter de proroger son mandat à la tête de l'État, pour quelque motif que ce soit. Et ils ont fait mieux, les constituants de l'époque, que ces dispositions-là sont exclues du cadre de la modification. C'est que même le pape
ou le bon Dieu ne peut pas venir modifier ces dispositions-là concernant le nombre de mandats et la durée de mandat à la tête de l'État centrafricain. Mais le président Touadéra, qui a prêté serment à 2 reprises sur cette constitution, devant Dieu et devant la nation, de ne pas modifier, il l'a dit publiquement, ouvertement, officiellement. Il s'est engagé à ne pas modifier la Constitution. Il s'est engagé à ne pas proroger son mandat à la tête de l'État. Résultat de la course, il a modifié la Constitution. Pourquoi il a modifié la Constitution? C'est pour rester à la tête de l'État, pour continuer de jouir des privilèges qu'offre sa position de chef de l'État. Alors ça, je suis... Et ces privilèges, vous en parlez dans l'ouvrage que vous avez sorti, Touadéra, l'homme qui abîma son pays. On va parler en live de cet ouvrage et de la Centrafrique, forcément, des réalités qui sont des réalités glaçantes. Et je vous prête le mot dans un chapitre où vous parlez de quelque chose de glaçant, mais le mot... De prouesse. Prouesse glaçante. Et cette prouesse, elle est tellement glaçante. On va en parler parce que ça m'a arraché de vives émotions, parce que je voyais un peu la scène. Et cette prouesse glaçante, je donne quelques indices comme ça, avant qu'on puisse en parler. C'est, on va dire, cette barbarie qui a été orchestrée malheureusement par les militaires de Wagner qui sont allés saccager un maquis. M. Adrien Poussou en parle dans son ouvrage, et violer des femmes, des jeunes dames, sans que les forces de l'ordre ne puissent intervenir. Malheureusement, voilà de tristes réalités qui se vivent aujourd'hui en Centrafrique, où ceux qui sont à même de venir, on va dire, apporter du soutien au pouvoir Touadéra, malheureusement, se retournent aujourd'hui contre les populations qui sont, on va dire, laissées pour compte. C'est dommage. Le temps de refermer la parenthèse ivoirienne. On a vu récemment, hier encore, nous sommes dans l'actualité, nous sommes aujourd'hui mercredi 16 juillet, un député européen au Parlement européen parler de cette exclusion dont vous parliez tout à l'heure. Et qui est même allé plus loin pour dire, si on en reste à cette exclusion, ni un centime ne devrait sortir de l'Union européenne, d'autant plus que l'Union européenne est amenée à, on va dire, à financer les élections en Côte d'Ivoire à hauteur de 8 millions d'euros. Lorsqu'on voit de telles sorties, est-ce que c'est dire que quelque part le président Alassane Ouattara pourrait éventuellement revenir sur sa décision? On va dire des décisions forcément qui ont été, on va dire, étayées par des décisions de justice. Est-ce que vous voyez une issue heureuse et on verrait éventuellement, avec en griffe de telles pressions, voir le pouvoir d'Abidjan changer de fusil d'épaule? Monsieur Guillaume Vergès, nous n'inventons pas la roue. Nous savons d'où nous venons. Nous savons tous d'où ce pays vient, la Côte d'Ivoire. Nous savons que le président Ouattara était aussi un leader exclu du jeu politique. Et pour qu'il puisse se présenter en 2010 à l'élection présidentielle, il a fallu que quelqu'un, en l'occurrence le président Gbagbo, puisse prendre un décret l'autorisant à concourir. La loi est faite par les hommes. Et c'est aux hommes de respecter la loi. C'est vrai, il y a eu des décisions judiciaires. On est d'accord là-dessus. Mais la paix n'a pas de prix. Et pour préserver la paix sociale, pour préserver l'unité nationale, pour préserver les acquis de la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, il faut ouvrir le jeu politique à l'ensemble des acteurs ivoiriens. D'autant plus que le bilan du président Ouattara parle pour lui et que la faiblesse de son opposition fait en sorte que même les yeux fermés, il pourra gagner la prochaine élection présidentielle. Vous pensez que l'opposition, cette opposition qui est incarnée par le président Laurent Gbagbo, par Tidjane Thiam, par Simone Evé Gbagbo, Charles Blé Goudé et bien d'autres, est faible face au RHDP? Le simple fait que vous me citez un certain nombre de noms fait en sorte que, en tout cas, démontre que cette opposition est divisée. Non, mais aujourd'hui, l'opposition, elle essaie de se réunir. Et si on s'en réfère aux sorties, si on s'en réfère
aux dernières sorties de Mme Simone Gbagbo qui a dit, c'est vrai, l'opposition aujourd'hui est, on va dire, en griffe divisée, comme vous le dites, mais elle parlera au final d'une seule voix. D'autant plus qu'aujourd'hui, les fronts qui se font, ou encore les différentes alliances, c'est par rapport à certains combats, des combats portant sur la CI, sur la révision de la liste électorale. Après, pour aller, on va dire, pour avoir un candidat unique pour l'opposition, je pense que si tous ces combats sont gagnés, éventuellement, ça pourrait se faire. Et parce qu'elle a dit, cette opposition se retrouvera un jour pour parler d'une même voix. Vous savez qu'avec des si, on peut refaire le monde. Oui, après, aujourd'hui, les combats du moment ne sont pas, on va dire, à avoir un candidat pour l'opposition. À ma connaissance, aujourd'hui, à l'heure où cette interview est réalisée, il n'y a pas de candidature unique pour l'opposition ivoirienne. Mais ce n'est pas le combat du moment. À l'heure où on se parle, il n'y a pas un programme commun de l'ensemble de l'opposition. À l'heure où on se parle, il y a encore des divisions au sein de l'opposition ivoirienne. Et je comprends du coup le postulat. En se basant sur ça, vous estimez que le RHDP va passer haut les mains? Le RHDP pourrait gagner ces élections-là. Et si éventuellement il y avait un programme commun, un candidat commun, est-ce que vous pensez que cette opposition elle est faible? C'est une compétition. Mais le bilan, et encore une fois, j'insiste sur le bilan du président Ouattara. Vous en parlez en grandes lignes dans votre ouvrage. Je voudrais justement revenir sur quelques chiffres de ce bilan. En 2011, au sortir de la crise, le PIB, en tout cas la différence entre le PIB de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, qui est l'autre locomotive de l'Afrique, dite d'expression française, était de 5 milliards de dollars. 10 ans plus tard, en 2021, cette différence est portée à 25 milliards en faveur de la Côte d'Ivoire. Et le PIB de la Côte d'Ivoire a cru de 35 milliards de dollars en 10 ans. C'est la valeur, c'est l'évolution du PIB du Cameroun pour les 40 ans du régime de Biya. Ça vous donne une indication sur l'effort qui a été fait en une décennie par la Côte d'Ivoire. Ça, c'est à cause de la gouvernance, on va dire, je vais oser le mot, vertueuse du président Ouattara pour que nous puissions arriver, en tout cas pour que la Côte d'Ivoire arrive à ces résultats. Et puis, oui, si vous le permettez, en 2011, le taux d'accès des Ivoiriens à l'eau potable était de 44%. 10 ans plus tard, ce taux est porté à 80%. Idem pour le taux d'accès à l'électricité qui est aujourd'hui de pratiquement 90%. Ce taux, rappelons-le, en 2011 était de 33%. Voyez-vous? Donc, le bilan est éclatant, est excellent. Il suffit de vendre ce bilan-là aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent renouveler leur confiance. Je ne dis pas qu'ils doivent forcément renouveler leur confiance au président Ouattara. Le président Ouattara a eu le temps de préparer un dauphin. Lui-même, il dit qu'il y a une douzaine. Donc, une demi-douzaine. Une demi-douzaine. À défaut de se présenter lui-même, il peut désigner un dauphin qui parviendra à gagner les prochaines élections. Les chiffres que vous avez annoncés sont très éloquents hein, et les réalisations sont visibles, mais est-ce que vous savez qu'à Abidjan, on se méfie des chiffres? On se méfie toujours des chiffres. Mais ces chiffres-là ont été donnés par un organisme, vous me direz, le FMI, c'est vrai que le président Ouattara est passé par là-bas, mais le FMI ne peut pas être soupçonné. Non, les gens ne doutent pas de l'expertise du FMI, encore moins de la crédibilité du FMI. Sauf qu'au-delà des chiffres, les réalités des Ivoiriens, certains Ivoiriens disent nos réalités tranchent avec les chiffres. C'est là tout le bas blesse. Sinon, ce n'est pas une question de remettre en cause ces chiffres. Et ce sont des chiffres qui sont bien étayés avec des données, des indices techniques vérifiables. Mais malheureusement, on peut toujours interpréter les chiffres. Malheureusement, en tout cas, au-delà de ces chiffres, les réalités pour certains Ivoiriens, malheureusement, restent encore très complexes. C'est ce qui fait que les Ivoiriens se méfient. Certains Ivoiriens, je dirais ça comme ça, se méfient des chiffres. On ne peut pas développer un pays en 10 ans. On ne peut pas développer un pays en 10 ans.
Tout comme on ne peut pas développer un pays en 15 ans. Il faut du temps pour développer un pays. Mais lorsque des efforts sont faits, voyez-vous, lorsque des Africains sont allés assister à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, quand ils ont vu les infrastructures, lorsqu'ils ont découvert le visage d'Abidjan, mais ils tombaient des nues. Ils se disaient, mais est-ce qu'on est en Afrique? Les Africains étaient émerveillés. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Lorsque c'est bien fait, il faut applaudir. Et ça, c'est à saluer, c'est clair. C'est clair qu'en Côte d'Ivoire, le développement ces 10 dernières années saute à l'œil. Et ça, c'est à saluer. Comme j'ai dit, c'est vrai qu'il y a d'autres poches de résistance sur lesquelles on pourrait épiloguer à d'autres occasions. Le travail continue. C'est clair. Là, on réfème parce que tout de même, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire au menu de cette interview. Vous qui êtes expert en géopolitique, je vais vous inviter sur un sujet récent par rapport à l'actualité. C'est un peu les petites bisbilles, je vais appeler ça comme ça, entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. On a vu, heureusement, hein, je vais dire ça comme ça, que après ces sorties polémiques, après ces sorties où vraiment il a dit les choses de manière très ouverte, hier, le mardi 15 juillet, il a accompagné tout de même le président Diomaye Faye qui allait en visite au Bénin. Est-ce à dire qu'il y a une certaine décrispation? Et selon vous, quel serait en tout cas l'avenir de ce duo qui dirige aujourd'hui le Sénégal? Voyez-vous, ces bisbilles, comme vous les appelez, étaient prévisibles. Parce que le pouvoir a des dynamiques. Le pouvoir génère, sécrète des forces centrifuges. Et il y a des dynamiques d'exclusion. Même si le président Diomaye Faye ne voulait pas avoir des problèmes avec son Premier ministre, il y a l'entourage. Et les entourages sont souvent nocifs dans la gestion des affaires de l'État. Voyez-vous, l'histoire a démontré que les duos, en Afrique en tout cas, finissent toujours mal. Quelques exemples? Je peux vous citer des exemples, à commencer d'ailleurs par la France. On sait que le président Chirac, paix à son âme, s'était retiré en faveur de Balladur. On sait comment ça s'est terminé. Sankara a amené Blaise Compaoré, son ami, entre guillemets, dans la gestion de la chose publique. On sait comment ça s'est terminé. Au Sénégal même, on sait comment ça s'est terminé entre le président Senghor et son premier ministre Diop. Donc, il y a des exemples comme cela. Lumumba, qui a fabriqué Mobutu, a été pratiquement liquidé par Mobutu. Donc, les contradictions qui sont aujourd'hui perceptibles au Sénégal étaient prévisibles, compte tenu de la personnalité du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui est un personnage clivant, qui n'a pas que des amis au Sénégal. Et ses ennemis vont chercher par tous les moyens, justement, utilisant son tempérament belliqueux, son tempérament ombrageux, pour le faire tomber. Et je prends le pari qu'avant la fin de ce quinquennat, les rapports entre le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko vont aller en se dégradant. Outre les rapports entre les deux, est-ce qu'à l'exercice du pouvoir aujourd'hui, est-ce que ce duo, vous pensez, face à la réalité de la gestion de la chose publique, est-ce que ces deux-là ne sont pas en train de goûter aux fruits amers de la réalité de la gestion de la chose publique? Parce que ça demande des moyens, ça demande des réseaux. Lorsqu'on sait qu'ils ont hérité d'une dette colossale laissée par Macky Sall, on a vu un peu les derniers rapports. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas rattrapés par les réalités? En tout cas, ils savaient avant d'accéder aux affaires que c'était difficile. En même temps, ils viennent d'arriver. Il faut du temps pour prendre leur marque. Il faut du temps pour dérouler leur programme. Et vous venez de le rappeler, ils ont hérité d'une situation très peu réluisante
hein, les finances sénégalaises sont dégradées. Hein, il y a eu une dette cachée par le précédent régime, tout cela. Il y a des défis. Ces défis ne sont pas impossibles à surmonter. Pour peu que l'exécutif sénégalais se mette résolument au travail et déroule son programme. Parfait. Donc vous pensez qu'il peut réussir? Je leur souhaite de réussir en tout cas. Parfait. Là, on est en train de grainer un peu toute l'actualité par rapport à l'Afrique. On est parti de la Côte d'Ivoire, le Sénégal. On va s'intéresser rapidement au pays de l'EAS. On sait que très souvent, bon, j'ai lu certaines de vos tribunes, vous n'êtes pas très tendre avec les pays de l'EAS, avec les différents dirigeants, parce que vous êtes contre aussi la prise de pouvoir. Même s'il y a une contradiction dans votre livre, où j'ai lu à la page 115, je l'ai bien noté, je crois bien, où vous essayez quelque part de demander à un coup d'État face à Touadéra. Ça, c'est une parenthèse. On va en revenir. C'est peut-être selon mon interprétation. Absolument. Mais parce qu'après, à la fin de là, l'ouvrage... vous êtes dans l'interprétation. Oui, parce qu'à la fin de l'ouvrage, vous dites non, je ne suis pas contre la prise des armes, mais la déduction par rapport à la lecture qu'on aurait pu faire de ce chapitre-là amenait un peu à cela. Par rapport au pays de l'AES, c'est quoi, quand vous voyez votre analyse par rapport à la situation avec tous ces militaires au pouvoir, avec ce qu'ils sont en train de faire aussi comme réforme, ce qu'ils sont en train de faire aussi comme, on va dire, au niveau des accords à l'international avec d'autres pays comme la Russie qui s'invitent dans la gestion aussi de leurs affaires. Votre commentaire sur tout ça? Je ne sais pas où est-ce que vous tenez votre source, mais je crains que vous êtes victime, vous aussi, de la propagande de ces États de l'AES. C'est-à-dire? Lorsque vous parlez de réforme, parce que, à ma connaissance, à part confisquer le pouvoir de l'État, à part engager les populations sur des voies sans issue, il n'y a pas de réforme à l'horizon dans les États de l'AES. Vous estimez qu'ils sont dans une certaine léthargie? Voilà des hommes auxquels on n'a rien demandé, en tout cas les peuples n'ont rien demandé, qui se sont arrogés le droit de diriger les États, qui ont mis un terme à l'expérience démocratique dans ces États-là, qui ont opéré des coups d'État, pour parler de façon triviale. Et une fois à la tête de l'État, pour faire durer le plaisir, parce qu'en réalité, c'est cela. Parce que la CEDEAO leur exigeait d'organiser les élections et de rendre le pouvoir aux civils, parce que la communauté internationale, en tout cas celle qui est représentée par l'ONU, leur exigeait d'organiser les élections et de passer la main, ont voulu suivre l'exemple, le modèle de Poutine. Ont voulu suivre, parce que Poutine leur a donné le manuel du parfait dictateur, ils ont voulu se couper, se soustraire du droit international pour rester aux affaires. D'où la création de l'AES. Aucun peuple de l'AES n'a donné mandat à ces militaires de les engager sur ces voies-là. Parce qu'ils n'ont pas gagné les élections. Seul le suffrage universel confère la légitimité, la légalité d'engager des peuples, en tout cas de choisir pour les peuples. Mais lorsque je vais encore dire des kidam, on va me reprocher de traiter des officiers supérieurs africains de kidam. Lorsqu'on voit un simple kidam venir s'emparer du pouvoir de l'État et s'offrir un mandat, parce que justement, les États de l'AES, là, eux tous, en tout cas les militaires qui sont à la tête de ces États-là, se sont offerts des mandats de 5 ans, renouvelables ad vitam aeternam. Ils ne veulent pas passer par les élections pour avoir un semblant de légitimité pour diriger les peuples. Alors il faut condamner, et condamner avec la dernière
vigueur ce qui se passe. Il faut continuer de dénoncer et de dénoncer ces gens-là. Il faut à la limite apporter un soutien aux classes politiques dans ces États-là, à ceux qui continuent de se battre, à ceux qui continuent de les dénoncer pour que les choses changent. Moi, la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on va continuer de les observer? Est-ce qu'on va continuer de croiser les bras et de laisser ces gens-là à la tête de ces États-là? Est-ce qu'il n'est pas du devoir de la communauté internationale de leur dire stop, de leur demander quelques comptes? Parce que ces gens, je rappelle encore une fois, n'ont pas reçu mandat des peuples pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Parfait. Vous dites dans votre ouvrage, à la page 124, je lis rapidement, parce que c'est ce à quoi je faisais allusion, vous dites « D'autant plus qu'ils n'ont présenté aucun complice à la barre. À supposer d'ailleurs que le délit soit constitué, le député n'était pas fautif, car bien malin qui réussirait à recenser tous les Centrafricains qui souhaitent aujourd'hui la chute du régime de Touadéra. Se pose par ailleurs la question de savoir si faire un putsch contre un type qui a usurpé la souveraineté nationale peut être assimilé à un coup d'État. Est-ce que ce n'est pas appelé indirectement à un coup d'État contre Touadéra? Pas du tout. Il faut, comme disent les jeunes, contextualiser les choses. Là, vous parlez de la partie qui est consacrée à l'arrestation du député Dominique Yandoka. Dominique Yandoka, c'est un député de la nation qui a été arrêté au prétexte qu'il voulait faire un coup d'État, de complot contre l'État. Or, vous savez que pour faire un complot, il faut forcément avoir des complices. On ne peut pas comploter à seul. Malgré l'immunité parlementaire de ce député, il a été embastillé pendant plus d'1 an. Et ce pouvoir qu'il a embastillé est un pouvoir finalement illégitime. Parce que, entendons-nous bien, M. Touadéra, en modifiant la Constitution de 2016, s'est exclu du cadre républicain. Et moi, j'entends le contexte, si vous permettez. Mais lorsque vous dites quand même, se pose par ailleurs la question de savoir si faire un putsch contre un type qui a usurpé, on comprend bien qu'il a usurpé la souveraineté nationale, peut être assimilé à un coup d'État. Ne s'agit-il pas plutôt d'un sursaut patriotique salutaire? Parce que là, vous appelez ce coup d'État qui pourrait éventuellement avoir lieu un sursaut patriotique. Je vous pose la question. Oui. Lorsque vous faites un coup d'État contre un auteur d'un coup d'État, est-ce que c'est un coup d'État? Mais Touadéra n'a pas fait il est au pouvoir parce qu'il a été élu. Il a usurpé la souveraineté nationale puisqu'il a modifié la Constitution de 2016. Oui, je l'entends, mais c'est pas un coup Il d'État. est parjure. Oui, il s'est parjuré. Et dès lors qu'il s'est parjuré, il s'est soustrait du cadre républicain, du cadre légal. Voyez-vous, il est devenu un putschiste constitutionnel. Et un putschiste constitutionnel s'expose aux conséquences de son putsch. Mais encore une fois de plus, moi, je suis organiquement contre les coups d'État. Parfait, je l'entends bien. L'AES, tout à l'heure, vous avez fait le tour d'horizon, vous avez fait l'analyse un peu, vous avez dénoncé, on va dire, cette manière, on va dire, d'esarroger le pouvoir quelque part. On va s'intéresser à la Centrafrique. Et c'est là où c'est vrai que lorsqu'on lit votre ouvrage, vous l'avez lu, et la première question que je vais vous poser, lorsqu'on finit de lire votre ouvrage, selon vous, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir retenir? On devrait plutôt avoir et je veux parler avec beaucoup de gravité, on devait se lever pour œuvrer à ce qu'on puisse tourner la page de l'actuel régime. Voyez-vous, vous avez lu ce livre, vous l'avez rappelé au début de cet entretien. En l'écrivant, j'ai été soumis à 2 sentiments contradictoires. Le plaisir de montrer le vrai visage de ce personnage qui a abîmé notre pays, qui a passé son temps à trahir
l'espoir que le peuple lui avait placé, mais aussi la gravité du moment. J'ai eu le sentiment pendant tout le temps qu'a duré la rédaction de cet ouvrage que nos compatriotes qui ont été fauchés à cause de l'irresponsabilité de ce régime-là regardaient par-dessus mes épaules mon manuscrit et m'interrogeaient: qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter un tel chef d'État? Voyez-vous, le président Touadéra avait toutes les cartes en main. C'était la première fois depuis plusieurs années dans notre pays qu'autant d'hommes politiques s'alignaient, s'arrangeaient derrière une personnalité. Même son challenger du second tour de la présidentielle de 2016, M. Anissé Georges Deleguélé, lui a apporté un soutien. Il a parlé de l'union sacrée. Et pourtant, Deleguélé était favori. Était favori pour gagner. Dès lors que le pouvoir a été confié à Touadéra, Deleguélé a reconnu son régime et s'est disposé à l'aider à avancer. Malheureusement, Touadéra s'est contenté des slogans. Et ce qui l'intéresse, en réalité, c'est d'assouvir ses bas instincts. C'est d'assouvir les besoins de son bas-ventre en multipliant les conquêtes féminines. Vous avez même dit qu'il nomme ses maîtresses comme ministre. Absolument. Dans son gouvernement, il y a plusieurs de ses maîtresses. C'est comme cela. C'est le côté jouissif du pouvoir qui l'intéresse, malheureusement. Mais lorsqu'on dirige un pays, excusez-moi, vous avez dit aussi dans cet ouvrage, la Centrafrique est 191e sur 193 pays à l'indice de développement humain. Absolument. Lorsqu'on dirige un pays, excusez-moi du terme, aussi pauvre, comment est-ce qu'il peut venir à l'idée, dans la tête du dirigeant, face à des défis sécuritaires, face à des défis de développement, de penser au côté jouissif? Cela s'explique comment, en fait? Cela s'appelle une absence du sens de responsabilité. Parce que lorsqu'on est conscient de sa place dans l'histoire, lorsqu'on est conscient de ce qu'on veut léguer à la postérité, lorsqu'on aime son peuple, puisque j'ai dit que Touadéra n'aime personne que lui-même. Parce que s'il aimait ce peuple-là qui, supposément, l'a élu à la tête de ce pays, il aurait dû se consacrer à 100% pour essayer de trouver des voies et moyens pour faire développer son pays, en tout cas pour apporter des solutions à ce peuple-là qui souffre, qui est sous le poids de la misère. Voyez-vous, lorsque Mme Sama Panza confiait le pouvoir à M. Touadéra en 2016, le taux de croissance de la République centrafricaine était de 5%. Depuis 2016 à aujourd'hui, ce taux ne fait que dégringoler. Il s'est stabilisé ce taux de croissance de 2018 à 3%. 2018 aujourd'hui, il est presque de 0%. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu comme si personne n'avait travaillé dans le pays pour créer de la richesse. Voyez-vous, avant l'arrivée de M. Touadéra au pouvoir, bon an, mal an, notre pays produisait et exportait au moins 40 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, on n'en produit que 1500 tonnes. Notre pays, bon an, mal an, produisait 30 000 tonnes de café. On n'en produit même plus. Mais lorsque vous ne créez pas de la richesse dans le pays, vous ne pouvez pas espérer vous développer.
Vous ne pouvez pas. Voyez-vous, dans le budget 2025 de l'État, en tout cas du gouvernement centrafricain, 124 milliards de CFA, puisque le budget est de à peu près 300 milliards de CFA. 124 milliards de CFA sont prévus pour les investissements. Dans ces 24 milliards d'investissements, en réalité, 124 milliards d'investissements. Dans ces 124 milliards d'investissements, autant pour moi, l'État ne doit apporter que 8 milliards. Et dans les 8 milliards, en réalité, l'État ne va apporter que 16%. Donc, à peu près 1 milliard 250 millions que l'État va apporter. Donc, les 116 milliards doivent provenir de l'aide extérieure. Traduction, la construction des écoles, des hôpitaux, des pompes pour l'accès à l'eau potable, à l'électricité et autres doivent provenir de l'aide extérieure. Avec ces chiffres, si vous permettez, on voit que la Centrafrique est dans une précarité extrême. Et moi, dans le cadre de cette interview, je me suis amusé tout de même, c'était important de faire ces recherches documentaires, à regarder des documentaires sur la Centrafrique. Mais malgré cela, dans l'ouvrage, vous faites par exemple un comparatif entre ce qui se joue en Côte d'Ivoire et ce qui se joue en Centrafrique. Pourquoi avoir voulu faire ce comparatif? Très bonne question. Pour plusieurs raisons. Dans le roman national centrafricain, la Côte d'Ivoire est présente. Je ne vous fais pas offense en vous rappelant que Barthélemy Boganda, qui est considéré comme le fondateur de la République centrafricaine, l'a conçu comme un État qui devait intégrer les États-Unis d'Afrique latine, parce que Boganda disait que la division nous fragilise et que les États africains devaient constituer les États-Unis d'Afrique latine. Et le président Houphouët-Boigny est accusé par les leaders centrafricains, de tous les bords d'ailleurs, comme étant celui qui a œuvré pour que les États-Unis d'Afrique latine ne puissent pas avoir lieu. En tout cas, la fragilisation, la balkanisation de l'Afrique a été son œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vois dans votre question, c'est qu'on ne peut pas comparer la République centrafricaine, pays pauvre, fragile, à la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui a des atouts. Oui, selon ce que reflète votre ouvrage, justement. Et autres. Mais cette objection ne pouvait résister à l'analyse que si d'autres pays francophones, je prends l'exemple du Cameroun, hein, je vous ai donné des chiffres ici tout à l'heure, si le Cameroun était en meilleure posture par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais le Cameroun n'est pas en meilleure posture par rapport à la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a beaucoup de similitudes entre mon pays et la Côte d'Ivoire. Ces pays ont connu des crises institutionnelles dues à la rébellion, dues au coup d'État. Ceux qui les dirigent aujourd'hui sont passés par l'université. Touadéra, mathématicien. Le président Ouattara, économiste financier. Si vous me permettez, moi j'ai vu un trait commun entre le président Touadéra et le président Alassane Ouattara, et vous me permettez de le révéler ici. Je vois que son ancien président de l'Assemblée nationale, Mekassoua, a été condamné par contumace et aujourd'hui il est en exil. Ce qui a été le cas du président aussi de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. En tout cas, ce parallèle-là, il ne m'a pas échappé. Heureusement que comparaison n'est pas raison. Ce sont deux situations complètement différentes. Parce que, dans quel sens? Dans tous les sens du terme, puisque le président Mekassoua a été exclu à la demande des Russes de Wagner, qui
parce que Mekassoua était à cheval sur le respect de la Constitution. Il y a l'article 80 de la Constitution de 2016 qui a institué un mécanisme simple. C'est que avant l'octroi des permis, de tout permis, forestier, minier et autres, le dossier doit passer à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui, après délibération, autorise. Sauf que les Russes de Wagner, en arrivant, n'ont pas voulu que cette disposition constitutionnelle soit respectée. Donc, ils se sont mis en tête de combattre Mekassoua. Et ils sont passés, justement, par le président Touadéra pour combattre Mekassoua et pour l'exclure du jeu politique jusqu'à sa condamnation par la justice centrafricaine. Pour atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est en cela que je dis qu'il y a quelques marqueurs quand même qui se rejoignent, hein, par rapport aussi, c'est le président de l'Assemblée nationale. Voilà, tout à fait, c'est un peu cela. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé. Mais outre ce fait qui se retrouve ça et là, sincèrement, je vous ai posé la question tout à l'heure en vous demandant, lorsqu'on finit de lire cet ouvrage, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne? Moi, j'ai retenu beaucoup d'amertume. Personnellement, beaucoup d'amertume. Et je vous parlais tout à l'heure de la prouesse glaçante. Ce sont des choses, vous qui allez suivre cette interview, si vous avez l'opportunité d'avoir l'ouvrage de M. Adrien Poussou, Touadéra, l'homme qui abîma son pays, vous allez être pris de beaucoup de compassion pour le peuple centrafricain. Je le dis avec tout le cœur, parce que tout le temps où je lisais cet ouvrage, j'avais le cœur qui saignait. Tels les descriptifs sont effroyables. Comme si on avait affaire à un peuple assiégé, un peuple laissé pour compte. Et lorsque tu vois on voit les documentaires, le pays en ce jour, je ne sais pas si c'est toujours le cas, dans les documentaires que j'ai vus, est occupé aujourd'hui à 2/3 par des miliciens. C'est toujours le cas? Absolument. Le pays est assiégé. 2/3 de miliciens qui contrôlent l'or, et on dit... Bon, essayez de faire un descriptif, résumé de ce qui prévaut en Centrafrique. Parce que moi, je ne pourrais pas être le porteur. J'ai lu l'ouvrage, mais si vous devez faire un descriptif, vraiment quelque chose de synthétisé, vous avez peut-être 5 minutes même, parce qu'il y a tellement de choses. Quand je vois la crise, parce que je suis allé même un peu très loin avec la crise en 2013, où il y a eu l'opération Sangari avec le président Hollande, où il y avait les Séléka, les anti-Balaka, plein de choses, jusqu'à ce que de crise en 2016, Touadéra vienne au pouvoir, tout ça, et qu'aujourd'hui le pays soit occupé par 2/3. Et lorsqu'on voit les infrastructures routières sont inexistantes pour parcourir, c'est-à-dire partir d'une ville à la capitale, les gens ils font 2 jours. Et lorsque vous voyez les voies, regardez des documentaires sur la Centrafrique. Sincèrement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas lieu, je le dis avec tout le respect que j'ai pour la Centrafrique, c'est dommage qu'on ait abandonné ce pays. Il n'y a pas de comparatif. Lorsque tu vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai, on a beau reprocher beaucoup de choses au président Alassane Ouattara, mais sincèrement, on se croyait entre le jour et la nuit, pour tout dire. Parce que cet ouvrage, il est trop saisissant par rapport aux images, par rapport... Et j'ai l'impression que le peuple, il est abandonné, j'ai l'impression que ce pays, il est abandonné. Et je pense que ce cri de cœur, c'est pour ça que j'ai appelé cet ouvrage un cri de cœur, ce cri de cœur que lance M. Adrien Poussou, j'espère qu'il sera compris au-delà de nos petites perceptions de la chose. Parce que même lorsqu'on voit l'intervention, moi je l'ai vu dans le documentaire, j'ai eu l'impression même que la France avait abandonné ce pays. Parce que lorsqu'ils viennent, on désarme les Séléka, mais on laisse les anti-Balaka, et après, on se retrouve dans... Et aujourd'hui, les gens sont laissés pour compte. Monsieur Poussou, si vous avez vraiment, si vous devez synthétiser et puis nous refléter la réalité en prenant en intrigue votre ouvrage. Voyez-vous, les problèmes sont si divers et multiples que je ne sais pas par quel bout commencer. Vous parlez de l'absence des routes. Mon village de Bangassou se trouve à 750 km de Bangui. En saison pluvieuse telle que maintenant, là, pour aller à Bangassou par la route, il faut faire 2 mois. 2 mois. Voyez-vous? Le pays connaît une crise majeure.
notre pays traverse la crise politique, économique, financière, sociale, la plus grave de son histoire depuis les indépendances, à l'heure où on se parle. À cause de l'absence, en tout cas de la non-gestion de l'État par ceux qui sont censés offrir un strict minimum à notre peuple qui souffre. Le pays est abandonné à lui-même. Vous avez dit quelque chose ici qui m'a interpellé, que vous avez eu l'impression que même la France a abandonné ce pays, mais il n'est pas de la responsabilité de la France de sortir notre pays de l'ornière à notre place. Il est de notre responsabilité. Non, j'ai illustré avec le cas des Seleka et des Anti-Balaka. Parce que là, lorsqu'on voit dans le documentaire, lorsque je m'arrête sur cette séquence, je me dis en ce moment-là, l'opération Sangaris qui était à même de désarmer les deux factions, a désarmé une seule partie. Et lorsqu'après, on laisse les autres armées qui viennent malheureusement massacrer les Seleka, et qu'on se retrouve dans un no man's land, c'est un abandon. C'est tout cela que le président Touadéra a promis balayer, puisqu'il a fait campagne sur la promesse de restaurer la sécurité, de ramener la paix, la cohésion nationale, la stabilité dans le pays. Cela fait 10 ans, mais on a l'impression que rien n'a changé. On a plutôt régressé. Voyez-vous, il a ramené les miliciens de Wagner, les mercenaires de Wagner, qui sont en train d'exploiter nos ressources naturelles. Hein? Ces mercenaires-là qui pillent, qui montrent un visage de bestialité jamais égalé dans notre pays, et qui sont payés à prix d'or. Mais pour quel résultat? Plus de 2/3 du territoire national échappe au contrôle de l'État, ce qui oblige M. Touadéra a signé des supposés accords de paix avec les groupes armés. Alors on se pose la question, mais à quoi ça sert de continuer de payer les Wagner à prix d'or et puis de signer des accords de paix avec les groupes armés en espérant ramener la paix et la sécurité au commun des Centrafricains. Voyez-vous? Donc ce qui se passe, cet ouvrage-là, pour ne parler que de cet ouvrage, c'est effectivement un cri de cœur, mais j'ai voulu aussi interpeller la communauté internationale. La communauté internationale qui viendra jouer les médecins après la mort. Une fois que l'irresponsabilité des actuelles autorités de notre pays vont nous conduire à une situation explosive, parce que l'exclusion, je l'ai dit au début de cet entretien, n'engendre que la contestation, et la contestation amène l'instabilité, et l'instabilité ne peut pas permettre le développement. La communauté internationale viendra nous dire qu'elle ne savait pas. Or, la crise vers laquelle nous tendons risque d'être une crise beaucoup plus importante que celle que nous avons connue en 2013. Voyez-vous, les massacres auxquels vous faites allusion de 2013 ne seront rien, seront moindres devant les massacres qui nous attendent là. Si la communauté internationale ne fait rien, si on laisse Touadéra faire, Touadéra qui, dans sa nouvelle constitution, a exclu les binationaux, c'est-à-dire l'ensemble de ses adversaires politiques, qui, dans sa nouvelle constitution, a levé la limitation du nombre de mandats. Donc, il veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. Mais aucun Centrafricain digne de ce nom ne le laissera faire. Wow. Radioscopie d'une situation, je ne sais pas comment la qualifier. Catastrophique. Merci de me prêter le mot, monsieur Adrien Poussou. Nous avons passé pratiquement plus d'1 heure sous les caméras de Fabien Dardenne qui a capté toutes ces images. On a passé en revue successivement l'actualité politique en Côte d'Ivoire. En tant qu'expert géopolitique, on a bifurqué vers le Sénégal, les pays de l'AES et bien entendu la Centrafrique, votre pays, où vous avez été ancien ministre de la Communication. C'est vrai, là ce sera ma dernière question. Selon vous,
vous qui avez été ministre, vous qui avez travaillé avec les gouvernants, comment est-ce que vous vous expliquez que très souvent, et je l'ai dit en introduction, les présidents, les gouvernants à qui sont confiés des millions de vies d'Africains se comportent malheureusement très souvent de la manière la plus abjecte. Le cas le plus patent, celui de la Centrafrique. C'est ma dernière question et ce sera aussi l'occasion pour vous de lancer un message à la faveur de la sortie de cet ouvrage. C'est vrai, le chapitre de la Centrafrique, on pourra peut-être avoir une interview spéciale Centrafrique. Et sachez que moi, j'ai été très, très honoré, très heureux de vous avoir. Je l'ai dit en entame de cette interview, ça allait être un moment d'édification. J'avoue qu'on a été édifié sur certains sujets, sur pas mal de sujets. Et voilà. Pour vous répondre en un mot, il faut placer l'homme au cœur de toute politique. Lorsque vous placez l'homme au cœur de votre action politique, ça veut dire que l'homme est votre priorité. Ça veut dire que vous aimez votre prochain. Mais lorsque l'homme n'est pas au centre de votre politique, eh bien, ça donne les résultats que nous voyons dans notre pays. Je tenais moi aussi à vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Je voudrais inviter les Africains à continuer le combat pour l'affermissement de la démocratie sur notre continent. Que personne ne vienne nous dire que la démocratie ne serait pas l'apanage des Africains, que l'Afrique serait contre la démocratie. Bien au contraire, la démocratie est d'essence africaine, par l'arbre à palabre et autres. Nous pouvons instaurer le jeu démocratique sur le continent. Que la propagande de ceux qui veulent confisquer les leviers du pouvoir sur le continent ne nous détourne pas sur la priorité qui reste le pluralisme des opinions à travers le jeu démocratique sur ce continent-là. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, M. Adrien Poussou. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Les enjeux en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique, les enjeux sont nombreux. Ça part des élections inclusives, ça part des enjeux de développement, ça part aussi de la sécurisation de nos différents pays. Et face à tous ces enjeux, nous avons eu pour invité M. Adrien Poussou, ancien ministre de la Communication de la Centrafrique. J'ai été très heureux, en tout cas, de conduire cette interview. Je voudrais profiter pour vous dire grand merci, encore une fois de plus, à tous ces abonnés de la chaîne YouTube actupeople.net. Et vous qui avez aujourd'hui la possibilité surtout de nous soutenir en faisant des dons. La dernière fois, j'ai fait un direct de 3 heures de temps où où ActuPeople a eu 100 € de dons. Je voudrais vraiment vous dire merci. Vous pouvez le faire en commentaire. En commentaire, vous avez juste le signe $, le S, pour dire que vous pouvez faire des dons. Ça peut être 2 €, 3 €. Ça nous permettra d'avoir en tout cas des productions aussi attractives, des productions aussi bien montées et dynamiques. Le cas de cette production qui a été réalisée par Fabien Dardenne, à qui nous disons grand merci. C'était Guillaume Vergès, pour le compte d'ActuPeople.net. Que Dieu vous garde et à très bientôt pour une autre interview. Merci.